et d'apprendre des expériences des associations qui ont déjà eu l'expérience d'agir en Tunisie et de voir comment on peut s'y prendre et quelles sont les choses à faire et les choses à éviter. Donc pour cela, je vais présenter, je laisse chacun de nos intervenants. Donc il y a en premier temps l'association ENDA, représentée par Thibaut et Anne-Claire. Donc Thibaut, est-ce que tu peux vite rapidement représenter ENDA? Avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Thibaut Gaz. Je suis parti l'an dernier, en 2012, pendant 6 mois en service civique en Tunisie. Je travaillais pour l'association ENDA, qui fait partie de l'ENDA interarabe, qui travaille exclusivement en Tunisie, qui fait partie du réseau ENDA, un réseau d'associations, donc l'énergie, le développement et l'environnement, le développement et l'action. ENDA interarabe, qui est une antenne très spécifique du réseau, puisque c'est la plus grosse et qui est présidée par Madame Esma Benhamida. Travaillé avant pour des activités culturelles dans les années 90. Historiquement, on était à Étalé, dans l'ouest de Tunis, ouest. Depuis, on s'est spécialisé juste dans le microcrédit et le réseau s'est développé. Aujourd'hui, il y a plus de 75 antennes en Tunisie actuellement de microcrédit. C'est une ONG tunisienne, nationale à 100%, et qui marche depuis maintenant 20 ans. Rapidement, dans mon expérience, dans les 6 mois, j'ai travaillé pour la capacité financière, j'ai fait des formations dans toutes les antennes, j'ai pu faire le tour d'une cinquantaine d'antennes, réseau ENDA en place, pour rencontrer les agents de crédit, un petit peu les bénéficiaires, mais surtout les agents de crédit et tous les acteurs sur place dans toutes les régions du gouvernement de l'association. Donc typiquement, Thibaut, l'association elle s'est bien déployée en Tunisie, où il y a plusieurs antennes. Vous êtes bien déployé. Est-ce qu'il y a une limite lorsqu'on passe à une étape d'agrandissement, de gestion de ces antennes-là? Comment vous travaillez entre les antennes? Quel type de procédure au sein d'ENDA? Comment ça se passe? Alors, historiquement, c'était vraiment sur Tunis, et c'est que depuis 2005 que ça s'est développé dans le gouvernement, parce qu'il y avait un problème de centralisation autour de Tunis et de sa banlieue. Les premières antennes ont commencé à ouvrir en 2005, et en l'espace de 8 ans, maintenant, on a une soixantaine de gouvernements dans toutes les régions. C'est vrai que tout est centralisé, il y a un nouveau siège maintenant de l'ENDA, de site olympique. Tout est centralisé au niveau de la Tunisie capitale. Chaque antenne, maintenant, se voit autorisée avec davantage de décisions de pouvoir décisionnel, avec des nouveaux bureaux pouvoir décisionnel au niveau de la région, avec le SFAX, pour mettre un GAP, un GEPS, etc. Il faut essayer de centraliser un maximum les décisions, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est très des opérateurs descendent du siège, comme je disais clairement, de temps en temps du siège vers les antennes. Dans tous les cas, on reviendra après avec aussi un retour d'expérience de l'association africaine qui, eux, ils ont volé là-bas. Ils ont un retour plutôt, ils ont eu quelques obstacles qu'il faut éviter. On verra par la suite. Enfin, l'idéal, c'est de voir comment vous, chez ENDA, vous y prenez pour justement s'assurer qu'il y a les microcrédits que vous allez allouer à ces gens-là. Comment vous faites pour s'assurer que c'est dans la continuité. Donc, après, je passe à M. P, qui est de l'association ESCOT, pour se présenter. L'association en général. Donc, je présente une jeune association, jeune du village, évidemment, elle a été créée il y a 4 mois, et qui répondait à un besoin d'offrir un espace de compétences tunisiennes, ça s'appelle ESCOT, espace de compétences tunisiennes, de toute nature, compétences dans le domaine financier, le domaine juridique, le domaine de la santé, le domaine universitaire, pour pouvoir créer cet espace d'échange et conjuguer un peu les efforts pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on peut faire, quelle action on peut mener de manière simple et efficace. Cette association elle a essentiellement pour but de créer cet espace d'échange et de proposition de projets pour agir en Tunisie. On en parlera sur le petit projet après. Elle a déjà assisté à la rencontre de compétences tunisiennes du CPE des exercices
d'action en Tunisie qui est dans le domaine universitaire, typiquement. On va voir par la suite en détail comment on peut agir dans ce secteur. Donc, en plus d'associations qui existent en Tunisie, on a choisi de ramener, enfin d'intervenir une association marocaine qui est Maroc Développement, donc qui agit depuis plusieurs années en Maroc et qui a des procédures rodées pour bénéficier justement de leur retour d'expérience. Donc, je laisse la présenter plus en Avant de commencer, donc, je veux juste rappeler que quelques dates, mais je pense que vous allez remettre tout à l'heure sur le retour d'expérience. Donc, je vais juste dire deux mots. L'association Maroc Développement est une association donc, loi 1901 qui a été créée en 2006. Et on est parti de deux constats qui sont les suivants. Un, il n'y a pas de travail organisé entre les associations marocaines existantes en Europe, en France en particulier, et les associations existantes au Maroc. Deuxième constat, c'est que 10% de la population marocaine vit à l'étranger, c'est énorme, et on est les premiers fournisseurs de vie. Et on a zéro député. Donc en fait, ce sont des deux constats, donc absence de représentativité et absence d'harmonisation et d'organisation de travail ensemble. Et donc, partant de ces deux constats, on a tout simplement se posé la question de créer Maroc Développement. C'est une association, donc loi 1901, qui a pour but de développer les échanges entre le Maroc et la France. Une fois on a créé cette association en France, on s'est rendu compte en fait que la diaspora marocaine existe partout dans le monde, y compris dans certains pays où on se demande même pas, on se demande qu'est-ce qu'il faut là. Par exemple, la Chine. Et la Chine avant l'ouverture, c'est pas la Chine de. Et donc on a dit, ce Maroc Développement va grandir et on a créé d'autres antennes, d'autres relais dans d'autres États européens et l'Europe. Aujourd'hui, Maroc Développement est présente sur les 5 continents. Donc on a un réseau de Maroc Développement sur toute l'Europe, le Canada, les États-Unis et les pays arabes. Voilà ce que je vais dire pour le moment. Tout à l'heure, je reviendrai sur l'expérience de Maroc Développement. On va finir par Walid. Donc, si tu peux présenter, Walid Solat, qui est en train de présenter l'association Les Amis de la Médina d'Espace et d'où est l'idée de la création de cette association. Donc, on est une association plus jeune que Maroc Développement. En fait, on est une association. Vous avez le bénéfice de la jeunesse. On est une association de loi française, 1901, créée en 2010. Et on a créé une filiale ensuite en 2012 en Tunisie. Le but, c'est de faire savoir le patrimoine matériel et immatériel de la Médina historique d'Espace, donc au-delà des frontières tunisiennes, et aussi participer dans les efforts de sauvegarde de ce patrimoine, et surtout apporter un soutien des sociétés civiles pour le dossier de candidature de la Médina pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, une chose qui n'est pas encore faite, contrairement à d'autres sites historiques en Tunisie. Donc, je suis là aujourd'hui pour essayer d'apporter un retour d'expérience sur comment on a pu mener un projet à partir de la France pour un développement local en Tunisie. Et surtout, comment vous avez réussi à lever des fonds ici pour justement mener le projet et surtout la coopération et comment on en reviendra par la suite. Je vais juste pardonner la parole aussi à Africaine, donc, qui est l'association qui agit en Tunisie et qui est aussi en France. Donc moi, ma voix est pas beaucoup. J'essaie de parler plus fort. Et donc l'association africaine est une association communautaire qui agit sur des axes de sensibilisation, tout ce qui est sensibilisation de lutte contre le racisme et la discrimination toutes ces composantes. Et le volet social, c'est on travaille sur le financement de micro-projets pour des personnes handicapées
la prise en charge des enfants qui sont atteints de maladies qui sont génétiquement transmissibles, des maladies rares, et la rénovation, la reconstruction des écoles, et ça c'est sur le volet éducation et développement social. Donc on a fini par vous dans la présentation des associations. Est-ce que vous pouvez parler du projet et surtout le retour d'expérience du projet, des choses à éviter? On commence par le retour. En fait, on va enchaîner par le parce que c'est des choses à éviter pour parler par la suite des choses, comment s'y prendre. Donc voilà, en fait, c'est un retour sur expérience plutôt dans le cadre de notre association. Quand on a commencé à travailler sur des projets en Tunisie, donc on a décidé en tant qu'association française de se lancer. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi des projets et après on a choisi un partenaire avec qui on travaille sur place. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu pas mal de difficultés et d'obstacles. On s'est retrouvé à régler d'autres problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a mal choisi notre partenaire sur place. Donc le choix du partenaire, ce que je voulais dire, c'est que le choix du partenaire, c'était pas le manque de volonté et la bonne volonté en fait, qui était en cause, mais c'était les caractéristiques, c'est-à-dire le partenaire, notre ancien partenaire, de l'ancienne association, n'avait pas toutes les capacités et les compétences qui permettaient de réaliser le projet, ce qui fait que le projet n'a pas abouti. Donc il restait voilà, en instance. Concrètement, en fait, juste c'est pas distrait, juste rapidement, c'est des compétences de gestion de projet, des compétences de quel type de compétences dont vous parlez? Il y avait des compétences. Dans un premier temps, c'était la partie administrative, c'est-à-dire que il y a eu des obstacles puisque le partenaire n'avait pas encore obtenu son visa et ne pouvait pas procéder à toutes les démarches administratives qu'il fallait faire sur place. Après, il y avait des compétences de choix de professionnels, parce que c'était un projet de formation professionnelle sur place. Et donc, il y avait des compétences de choix de formateurs, de suivi, de mise en place. Donc, l'étude était faite, mais on ne pouvait pas, tout en étant ici, travailler sur ce projet sur place. Et donc, ce qui fait que le projet a été abandonné. Donc, l'importance du choix du relais sur place lorsqu'on agit depuis l'étranger. Exactement. Et encore, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons décidé du projet et on a sélectionné les partenaires. Donc, ce qu'on a appris avec, ce que j'ai appris avec African, c'était African existe en Tunisie déjà depuis des années. Et donc, ils avaient déjà identifié les besoins, ils avaient déjà identifié les projets et ils ont décidé de lancer African France. Du coup, ils ont, moi, entre-temps, de notre côté, un groupe, on travaillait sur des sujets ici, on s'est mis en contact. Et on a décidé ensemble de lancer African France pour travailler sur des projets en Tunisie. Et donc, c'était le besoin, il venait de là-bas. Le partenaire était déjà sur place, était déjà bien positionné, les besoins étaient identifiés, ils avaient les compétences et la capacité à faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, typiquement, sur le premier projet sur lequel on travaille ensemble entre l'équipe en Tunisie et l'équipe en France, c'est un projet de reconstruction d'écoles dans le gouvernorat de Béja. L'équipe en Tunisie est déjà partie sur place, étudier le terrain, a fait toutes les études, il y avait des architectes, des volontaires, ils ont fait l'étude de besoin au niveau budget, et après on nous a transmis le besoin à ce niveau-là, on nous a dit, on a besoin le besoin c'est de nous aider pour collecter des dons, pour réaliser les travaux sur place, et surtout trouver une école jumelle pour la suite, le suivi et donc, en gros, en France, vous faites la levée de fonds. Vous aussi, vous intervenez dans des types de coopératives jumelage entre l'école à Béja et l'école ici. Enfin, c'est un projet. Voilà, c'est un type d'intervention et d'action depuis la diaspora, depuis l'étranger. Et le retour d'expérience, c'est le bon choix du relais. Le bon choix du relais et surtout essayer de répondre à un besoin qui existe. Un relais, il y a déjà un besoin qui existe, mais on ne va pas dire voilà notre projet, on ne connaît pas très bien le terrain. Partir du besoin sur place. Voilà, partir du besoin sur place avec un partenaire qui est déjà bien positionné sur place et qui saura faire le suivi et répondre à un besoin. Parce que d'ici, nous, on est avec toute la bonne volonté qu'on a, on peut très bien dire oui, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais si ce qu'on a comme projet
sur place, on n'a pas les moyens pour le faire même avec toute la bonne volonté, donc on y arrivera. Merci Canaliser pour ce retour. Oui, donc, justement, je voulais directement faire la transition pour Thibaut pour dire en Tunisie, ENDA ou MPLA aussi, ENDA, comment vous faites pour. Vous avez plein de relais. Comment vous faites c'est des relais, j'imagine, c'est l'association elle-même. Donc, vous, je pense que vous avez la particularité, vous avez des salariés ou des gens à temps plein. Donc, ça, c'est un grand avantage, j'imagine. Donc, pensez peut-être si on a les moyens, à avoir quelqu'un à temps plein sur place. Mais quels sont les autres types de bonnes pratiques pour faire une synergie entre les relais et avoir le même objectif? Pour l'organisation, pour l'ENDA, etc., je vais laisser Annika parler parce qu'elle a travaillé avec le siège et comment ça se passe. Moi, c'est surtout un point sur le service civique que j'ai pu exercer là-bas et les infrastructures qui existent déjà en Tunisie. Donc, on a travaillé avec l'Institut de Conseil et avec d'autres infrastructures tunisiennes. Et quand tu parlais du choix des partenaires qui est très important, il y a déjà beaucoup d'infrastructures qui existent sur place, de réseaux, de plateformes sur lesquelles on peut rencontrer les personnes. On a travaillé beaucoup avec le bureau association de conseil, donc le BAC, qui est un bureau de conseil pour les associations tunisiennes, de développement de compétences, de formation, etc. Et on a également créé le laboratoire d'économie sociale et solidaire, l'ADES, à Tunis, donc c'est dirigé par un Tunisien, Sofiane Kelly. Et quand vous recherchez des partenaires comme ça, ce qu'il faut bien, moi ça m'a beaucoup aidé, mais il y a vraiment déjà énormément d'associations. Le réseau associatif et de société civile est très large, et donc il y aura forcément des partenaires adéquats, mais pour les trouver, c'est pas évident, surtout quand on est ici. Donc faire confiance à des gens qui sont sur place, qui connaissent déjà les acteurs. Je pense que ça peut aider. Enfin, il y a déjà des infrastructures qui peuvent permettre de mettre en réseau et en relation quand on étudie l'activité que vous voulez faire avec des gens qui sur place le font déjà. Je complète, je suis assez d'accord. Enfin, c'est vrai que c'est très important d'avoir un bon relais sur le terrain. Après, à l'ENDA, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé très petit. Donc, aujourd'hui, c'est très bien. Il y a 1200 salariés. Voilà, c'est les 1200 salariés, mais j'ai commencé vraiment dans un quartier de Tunis pour des associations d'ailleurs, ils sont venus de 3 ans à se lancer maintenant, pour déjà identifier les besoins et pour voir quelles erreurs vous allez commettre, parce que forcément, quand on commence, et puis pour que celle-ci s'organise. Et une fois que le projet est bien solide, c'est là que s'étend plus longtemps. ENDA, ils ont commencé par les grandes villes avant d'ensuite aller dans les campagnes parce que la problématique n'est pas la même. Par les problèmes. Voilà, après au niveau de la cohésion entre antennes, je sais pas. Je pense que c'est surtout une formation commune de tous les agents de crédit, plusieurs visites de siège, une bonne communication entreprise. Voilà, les valeurs communes, c'est très important parce que ENDA n'était pas que d'une crédit, c'est de la sensibilisation pour les domaines, de l'entrepreneuriat, tout ça. Donc en fait, il faut que tous les personnels soient convaincus de cette mission. Ils sont tous des salariés ou des volontaires? Des salariés. Tous des salariés. Voilà. On passe donc le microcrédit des personnes de l'humanitaire à un autre domaine, parce qu'on peut agir en Tunisie chacun de par son domaine de compétences. Et Scott, qui est très large, va nous parler d'un volet qui est très important, qui est le domaine universitaire en Tunisie. Absolument. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a beaucoup de compétences dans les SCOT, ça regroupe comme domaine. Et dans cette mini-opération, c'est le domaine universitaire ou enseignement supérieur et recherche précisément, sur lequel on a déjà décidé et des projets démarrés. Donc, pour simplifier, il y a des universités de différentes tailles, de différentes natures, différentes spécialités en Tunisie, et particulièrement les universités de l'intérieur, qui auront besoin peut-être d'un peu plus de collaboration, de partenariat, de travail ensemble, etc., plus que les vieilles universités qui ont déjà des années d'existence et qui ont déjà ce qu'il faut pour agir et même ce qu'il faut pour travailler avec l'extérieur.
parler essentiellement dans ces phases, Bac plus 1, Bac plus 3 et Bac plus 5. On peut parler à chaque niveau de manière différente. Les forces vives de l'enseignement supérieur, c'est d'abord les étudiants et les enseignants, et ensuite on peut parler des structures, des institutions, des ministères, etc. Mais essentiellement, il faut viser le public qui est le public étudiant. Et la première étape, c'est Bac plus 1. On constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire des études à l'étranger, en particulier en France, et qui se prennent mal, qui se prennent très mal, soit avec ce qu'on appelle Campus France pour présenter ses candidatures, soit tout simplement pour choisir une filière ou une orientation. Et là-dessus, on peut apporter beaucoup pour ces jeunes-là, parce que il y a des compétences universitaires dans ESCOL qui peuvent vraiment, de manière concrète, aider ces gens-là ou leur apporter toute question et toute réponse à leurs questions. Et d'un point de vue pratique, on peut imaginer désigner un référent en France, un nom, un mail, un téléphone. Voilà, vous avez un problème, vous le contactez. Il peut vous aider, il peut vous éclairer, il peut vous donner les outils avec quoi vous allez décider. Et ça, c'est à la disposition de tous les jeunes tunisiens, et en particulier les jeunes des zones de l'intérieur. À Bac plus 5, on peut imaginer une action simple qui consiste à dire, à ce moment-là, avec les collègues, enseignants et chercheurs, leur dire voilà, vous avez un master, vous avez des jeunes, ils vont faire des stages de fin d'études, et ils vont peut-être postuler pour faire des thèses. Une manière d'articuler ça avec la France, c'est de dire, pendant les cours du master, on introduit un cours qui existe dans un master ici, quelqu'un de nous va passer 15 jours, 10 jours pour faire ce cours-là, il fait le pont entre les deux, et puis il choisit parmi le public qui veut faire des études à l'extérieur, en commençant par un stage ou en faisant une thèse en co-tutelle, et comme ça, on peut élaborer, on peut, disons, amorcer, en tout cas, une collaboration entre les collègues enseignants-chercheurs de ces universités-là et les enseignants-chercheurs qui sont ici. Moi-même, je suis enseignant-chercheur, je sais de quoi je parle, c'est une opération concrète. Il n'y a absolument rien de difficile et de compliqué à ce qu'un enseignant-chercheur responsable d'un master en France aille faire un cours d'une semaine et que ce cours-là soit intégré dans la formation du master en question. Je suis mathématicien, je peux, avec quelqu'un ici qui fait des mathématiques, enseignant-chercheur tunisien, et ça se fait d'une manière très simple et pratiquement à coût, si je ne dis pas nul, c'est négligeable. Et à Bac plus 3, qui est donc la charnière entre faire les études de premier cycle de licence en Tunisie avec toutes les instituts, les universités, etc., et puis les études de second cycle, c'est-à-dire de master ici, là, il peut y avoir un effort concret de sélection du candidat pour que quand il arrive en France en particulier, il ne se retrouve pas dans une situation d'échec. Le malheur de beaucoup de jeunes, c'est ça. C'est-à-dire une mauvaise orientation, une motivation un peu à peu près, ou un contexte ignoré, complètement ignoré, mais le jeune en échec. Et ça, il n'y a pas pire. À ce moment-là, c'est les associations humanitaires, c'est des choses. On le voit, hein, on ne va se cacher. Il y a des jeunes qui tombent en échec, qui remontent la pente d'une manière très, très difficile. Et on peut éviter tout ça. Et ESCOT peut présenter des petits projets de cette nature-là et qui permettent de remédier à ces insuffisances. Donc voilà un autre type d'intervention dans l'universitaire. Hein. Donc en France, c'est l'orientation de Bac plus 1, Bac plus 3, Bac plus 5. C'est les échanges dans le domaine de recherche aussi. Vous m'avez parlé de coopération dans la recherche pour faire en sorte qu'il y ait une synergie et bénéficier des compétences tunisiennes à l'étranger. Ça c'est plutôt le conscient de l'enseignant tunisien qui se met au service de la Tunisie. Ça me fait plaisir d'entendre ça, parce qu'avant, vous êtes prof, enseignant, ça veut dire que ça ne commence pas aujourd'hui, mais avant le petit changement qu'on a eu en Tunisie, les enseignants en Tunisie, ils gardent leur savoir dans leur poche. Ils le donnent, oui, c'est la vérité, et ils le donnent à l'entourage le plus proche. Et après, on passe l'information à notre famille. Voilà, ça veut dire que ça me fait plaisir d'entendre ça de vous, que vous dites qu'il existe autre chose qu'on peut proposer
au dernier citoyen tunisien qui vient de l'intérieur du pays, qui peut réussir, qui peut venir en France, qui peut amener un plus pour lui, pour sa famille et pour son pays, c'est faisable. Et ça me fait plaisir d'entendre ça. Parce qu'à un moment donné, on était dans un cercle un peu fermé. Voilà. Merci. Les gens méritants, les gens de l'intérieur, ils ont besoin je ne dis pas d'aide, ils ont besoin en fait, ils ont besoin de se remédier à ces insuffisances stupides qui sont celles qui vont d'exciter ou tout simplement conjoncturelles. C'est-à-dire un jeune qui ne sait pas qu'il peut vraiment, il est doué, il est bon, il a de bons résultats, il ne sait pas qu'il peut faire des études assez riches, des études assez externes. Alors, on passe donc, on sort un peu de la Tunisie maintenant. On a vu les diverses actions qu'on peut agir en Tunisie, enfin quelques-unes. Là, on va essayer de voir le retour de nos amis, enfin nos frères marocains, sur que ce soit l'association ou autre, de par votre passé associatif qui est montré. Deux choses avant de commencer sur parler de l'expérience marocaine. Un, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour participer à cette chose. Deuxième chose, j'adhère totalement à ce que vient de dire mon collègue sur le choix de l'orientation et la stratégie de l'orientation. Je parle également en connaissance de cause parce que je suis également enseignant, professeur de droit, et par conséquent, j'appartiens à une filière où la majorité des guichets qui est vraiment très élevée. Je me rappelle de la première année, on était 3000, et sur les 2 sessions, il y avait 120 admis comme deuxième année. C'était pour vous dire tout simplement que l'échec est très élevé dans les facultés de droit. Je ferme donc cette parenthèse pour vous parler donc, de l'expérience marocaine maintenant, et je vais vous parler en 3 points. Donc, premier point, je vous parlerai d'une petite introduction. Au deuxième point, donc 2, je vous parlerai de l'expérience du Maroc mouvement, et au troisième point, je vous ferai une petite conclusion. Je reprends donc mes 3 points. Grande 1, introduction. Je vais tout simplement souligner que le travail associatif suppose quelque chose de très important. Il suppose d'abord un effort sur soi-même. Pourquoi un effort sur soi-même? Parce qu'on est tous pris par le travail, par la famille, etc. Le travail associatif, c'est le plus. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va donner. En plus, vous savez bien qu'une journée est composée de 24 heures et on ne peut pas faire plus. Donc, un travail, un effort sur soi-même, puis un esprit ouvert, parce qu'en fait, si on n'a pas un esprit ouvert, on est un peu tout simplement, on va rester dans notre coin, on ne va pas se poser des questions pour solution des problèmes d'autrui. Troisième approche, c'est tout simplement le travail associatif suppose un esprit solidaire. En fait, si on n'est pas solidaire avec quelqu'un, avec la famille, un proche qu'on a laissé en Tunisie, au Maroc, le voisin qui est dans le besoin, et donc on ne peut pas travailler dans le domaine associatif. Voilà le premier conseil. Deuxième chose, dans le travail, au cœur, dans le cœur donc, du travail associatif, il y a l'homme avec un grand H. L'homme avec un grand H, c'est-à-dire il y a des femmes et des hommes. On est tous animés par le travail associatif, mais j'ai l'habitude de me poser chaque matin des questions. Il ne faut pas se mettre en avant pour tout simplement quand on travaille dans le projet associatif. Il y a certains qui travaillent avec une bonne volonté, une bonne foi, et on rappelle que la bonne foi, ça se présume, article 1134 du Code civil. Et donc, la bonne foi, ça se présume. Et par conséquent, de temps en temps, on a tous entendu parler de mauvaises expériences dans le domaine associatif. C'est à titre indicatif, en France, vous avez sans doute parlé de l'affaire d'une grande association qui a travaillé dans le domaine médical, notamment dans le domaine du cancer, où le cancer président avait détourné les fonds. Donc, quand on travaille dans le travail associatif, dans le milieu associatif, on travaille pour autrui, on travaille pour le tiers, mais non pas pour son propre compte. Vous allez me dire, certains vont faire un petit détour, ça arrive. Je sais notamment le cas du Maroc. On fait de l'associatif pour être connu, après on va s'engager dans la politique, etc. Moi, je pense que c'est une mauvaise chose et il faut éviter ça. Faire l'associatif, c'est très bien. S'engager, c'est très bien.
mais quand on s'engage, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, en fait, quand je prends en considération, je reviens tout à l'heure sur l'expérience, quand on s'en prend un engagement, il faut y aller, il faut consacrer le temps nécessaire. Et je vous assure que ce n'est pas toujours très facile. Ça fait plus de 15 ans que je fais ce travail. Et il y a des moments où je me dis, je pense que je dois tout simplement arrêter. Ces mises en garde, donc en fait, ne visent pas du tout à mettre en doute les acteurs du milieu associatif. Non, c'est tout simplement pour se rappeler qu'on a une exigence morale. Cette exigence morale, c'est tout simplement respecter ses engagements. Je m'engage à donner 1 heure de travail à mon association, 2 heures par semaine, je dois le faire, et absolument je dois le faire. Je ne vais pas le dire dans la semaine prochaine, je suis désolé, je vais partir à l'étranger, ou j'ai un colloque. Si on n'arrive pas à le faire, il faut tout simplement faire autre chose. J'ai donc l'intime conviction aujourd'hui, quand on est réunis aujourd'hui dans cette salle, j'ai l'intime conviction qu'on est tous animés par la cause de servir l'intérêt général. Voilà pour le premier point. Deuxième point, grand 1. Grand 2, le retour sur l'expérience de l'association Maroc Développement. Tout d'abord, je dois vous dire qu'il n'y a pas de modèle associatif idéal. Je ne vais pas vous demander de copier Maroc Développement ou de copier tel ou tel modèle. À ma connaissance, il n'y a pas de modèle. On va adopter les modèles aux besoins locaux. Comme il n'y a pas de modèle dans le domaine économique, ni dans le domaine politique. Vous savez très bien que, je cite juste un exemple, que citent généralement les professeurs de droit constitutionnel, dans le cadre, je pense, celui qui parle africain, je pense, me semble-t-il, dans l'auditoire. Et donc, en fait, vous savez tous que tous les pays africains ont plus ou moins copié et collé la constitution de la 5e République. Du 4 octobre 1958, c'est-à-dire la constitution française. Est-ce que c'est pour autant que ces États sont devenus des États démocratiques? Non, parce que tout simplement, il ne suffit pas de copier un modèle pour devenir un État démocratique. Il y a un autre exemple qu'on cite généralement dans les universités, c'est le cas du Sénat. Tous les États africains ont également un Sénat qui ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien, le Sénat. On va dire en France, le Sénat, quand il vote une loi contre la volonté de l'Assemblée nationale, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. À quoi sert le Sénat? À quoi sert le Sénat marocain? Je ne parle pas du Sénat français. Les Français sont plus aptes à parler de ce problème. Mais en tout cas, le Sénat marocain, je peux vous dire qu'il ne sert absolument à rien, sauf probablement à dilapider les données. Dans le deuxième point, je vais vous parler donc de l'association Maroc Développement, qui, je me pose la question de savoir qui sommes-nous. Donc, grande 1, qu'est-ce que grande A, qui sommes-nous? Nous sommes une association loi 1901 qui a été créée en 2006. Depuis 2006, l'association a fait des petits, comme dirait Aristote. Donc, je vous parlais tout à l'heure du réseau Maroc Développement. On est présent sur tous les continents, et notamment en France, en Belgique, en Allemagne, en Suède, en Autriche, en Grande-Bretagne, et également en Suède, au Canada, les États-Unis, le Qatar et prochainement l'Arabie Saoudite. Pourquoi le Qatar et l'Arabie Saoudite? Parce que vous savez très bien qu'il y a de plus en plus de diaspora, généralement marocains ou tunisiennes, qui vont s'installer dans les pays du Golfe. Pourquoi les pays du Golfe? Parce que simplement il y a la crise en Europe et on a un grand problème généralement, c'est que dans ces États du Moyen-Orient, le travail associatif est inexistant. Et donc comment faire pour tout simplement défendre les intérêts et les droits de ces travailleurs qui vont s'installer? Grand B, nos principes. Nos principes, c'est simplement l'adoption des constituants de l'identité marocaine unifiée. 2, adhésion aux valeurs de la République française, parce que simplement, c'est une loi 1901 qui est en France, on ne doit pas adopter des principes qui vont heurter les principes généraux de la République française. Grand C, quels sont nos objectifs? Nos objectifs, d'abord, c'est rassembler et faire participer les Marocains de France autour de projets de développement du Maroc. C'est-à-dire, en fait, on va essayer de rassembler tous les Marocains, qu'ils soient de gauche ou de droite, quelle que soit leur conviction,
pour tout simplement travailler ensemble pour porter des projets de développement au Maroc. Quelle que soit d'ailleurs la zone, on ne choisit pas en fonction de notre zone, mais en fonction des besoins locaux. Si on peut aller dire, parce qu'on est pris par le temps malheureusement, si on peut aller juste directement dans les retours d'expérience. Uniquement, vous m'avez parlé de l'expérience d'une école. Oui, en fait, dans le sud oui. Donc, je vais parler tout simplement de nos projets. Donc, on avait travaillé sur des projets, et notamment sur le projet d'une salle d'accouchement. Donc, le premier projet, c'est la salle installée, une salle d'accouchement dans une zone rurale, dont la mortalité, le taux de mortalité d'enfants était très, très élevé. Et donc, on a installé cette salle d'accouchement. Heureusement, aujourd'hui, les femmes ne demandent plus de transférer à 150 km de leur village. Elles ont une chambre d'accouchement locale. Deuxième chantier, un autre exemple sur lequel j'avais travaillé, c'est tout simplement la scolarisation, la prise en charge de 20 étudiants, donc 20 élèves qui ont eu leur certificat d'études primaires et qui ne voulaient pas tout simplement aller joindre le collège parce qu'ils habitaient à 20 km du collège. Et donc tous ces élèves étaient destinés définitivement à l'abandon de scolarité de manière définitive. Donc ensuite, on s'est posé la question comment les financer. Et donc en partenariat avec le maire de la commune, on avait tout simplement pris en charge ces élèves et sont scolarisés. Et le premier, l'un des premiers élèves, est aujourd'hui dans une classe préparatoire. C'est pour vous dire tout simplement que c'est du travail accompli. Donc, par rapport à ça, les retours qu'on peut avoir sur l'école, vous m'avez parlé justement d'un petit problème qu'il y a eu sur place de gestion justement par rapport à ces écoles-là. Le problème qui se pose en fait, c'est certains intervenants avaient soulevé ce problème. C'est comment travailler. C'est-à-dire en fait choisir des partenaires locaux. Et comment les choisir? Il faut que ces relais, qu'on appelle nous des relais locaux, soient fiables. C'est-à-dire en fait, vous leur confiez une somme d'argent, il faut qu'ils les gèrent au mieux. Et donc nous, on est tombé en tout cas dans le cas de cette école, le maire, l'ex-maire de la commune, avait tout simplement pris en charge les enfants qui étaient tout simplement hébergés dans une sorte d'internat en fait, et nous on payait la scolarité. Et je peux vous dire que ça ne nous coûtait pas trop cher, c'est moins de 200 € par an. Moins de 200 €, et en fait, 200 € permettait tout simplement à un élève de faire une année de scolarité complète. Donc il y avait bien sûr la contribution de la mairie. Donc, voilà. Donc voilà en gros quelques retours sur l'expérience qu'on avait vécu dans le cadre de Maroc Développement. Merci beaucoup, Zardi. On passe donc à une expérience, celle des amis de la Médina de Sfax. Donc on se demande, qui ont réussi aujourd'hui à collecter des fonds d'une grande somme, je ne sais plus, 100 000 € ou 150 000 € et qui sont en train de faire un projet. Et là aussi, c'est comment on peut lever des fonds et aussi le type de partenariat avec les gouvernements locaux et donc je laisse Walid approfondir plus. Donc en fait, pour revenir un peu sur le projet, il part d'un constat, c'est que les autorités locales, ou bien les autorités compétentes, il y a un certain manque d'initiative ou une inactivité face à cette cause de sauvegarde de patrimoine donc, de la ville de Sfax. C'est une médina qui date du 9e siècle quand même, avec des remparts assez rares qu'on trouve dans le monde arabe, mais qui n'est toujours pas considéré comme un patrimoine mondial. On ne reconnaît pas donc, sa vraie valeur. Donc, à partir de ce constat, on s'est dit qu'on ne pourra pas se substituer aux autorités de développement, de développement local ou bien de sauvegarde. Par contre, on pourra donner l'exemple, et ce en faisant un petit projet qui soit à la fois visible, mais aussi symbolique et modèle. Donc, pour d'abord montrer que c'est faisable, c'est possible, que ça sert un petit peu à donner l'exemple aux autorités que
connaît le secteur public en Tunisie, le mode de fonctionnement. Il n'y a pas forcément des mécanismes avec des initiatives pour faire des choses parfois nécessaires. Donc l'idée, c'était de donner l'exemple. Bon, l'association a été créée en France, donc pour deux raisons. D'abord, il y avait une certaine diaspora des originaires de la ville qui sont aussi des compétences qui peuvent donner pour cette cause-là. Mais aussi, on est en France, on peut profiter des mécanismes qui existent heureusement en France pour monter ce type de projet, pour encourager les efforts de sauvegarde de patrimoine. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a participé à un appel au projet du ministère des Affaires étrangères français dans la direction du développement solidaire. Donc, et le projet s'inscrit dans cet appel à projet. On a réussi à lever des fonds, donc un montant de 100 000 €. Justement, c'est quoi les facteurs clés de succès? Typiquement, comment vous avez pu vendre ce projet-là auprès de cette fondation pour arriver à lever ces fonds-là? Est-ce que le fait d'avoir un partenaire local, est-ce que le fait quelles sont les bonnes pratiques là dans le public? Il y a des gens qui veulent s'engager dans la société, mais il y a aussi des associations qui aujourd'hui ont envie de lever ces fonds-là. Donc, quels sont les conseils ou les bonnes pratiques? Parce que vous avez réellement obtenu ces fonds-là, donc justement, et de bénéficier des clés de succès. Donc, pour cet appel à projet, on a commencé à faire fonctionner un peu les réseaux de chacun, tisser un peu un réseau local dans des associations, dans la société civile locale, mais aussi dans les institutions publiques locales, parce que le projet ne peut pas se faire sans une contribution, une sponsorisation des autorités, parce qu'on va agir sur l'espace public. Donc, après avoir monté les partenariats, on a pu bien décrire le projet. En fait, on l'a réadapté un peu par rapport aux exigences de l'appel à projet, et tout en restant toujours dans notre objectif. Et du coup, on n'a pas profité seulement de ce financement. En fait, ça fait un peu comme une boule de neige. Une fois on a obtenu ce financement, on a ensuite eu des financements supplémentaires de l'État tunisien. Donc, parce que maintenant, on a... Mais avant de passer au financement supplémentaire, pour obtenir ce fonds-là, ce que je comprends, il faut avoir un tissu de réseau. Ce tissu-là, c'est quoi donc il y a des partenaires locaux, c'est quoi? C'est le maire de SFAP, c'est qui? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les prérequis pour que le montage du projet soit crédible? Quels sont, donc j'ai envie de provoquer pour pouvoir. Donc il y a le maire, les tissus qui d'autre? Il y a des associations sur place, il y a quoi? Ce réseau-là, c'est quoi? C'est juste des connaissances, des bouches à oreille? Ce qui fait un peu la force peut-être de la ville, c'est le réseau. Donc il y a plusieurs associations et assez souvent on trouve des gens à plusieurs casquettes. Donc ce qui est peut-être un peu caractéristique de travail associatif. Donc plusieurs casquettes dans plusieurs associations. Et donc peut-être un projet peut apporter un contact, peut apporter un projet. Ça fait un peu un cercle. Donc ça, c'est comment s'y prendre pour faire ce réseau-là. Donc heureusement, il y a toujours des compétences tunisiennes, ça on y croit. Mais au final, concrètement, dans cet appel à projet, dans cette réponse à appel à projet, qu'est-ce qu'il y avait qui a fait que le jury en face, il a donné son accord? En fait, on a répondu enfin, il n'y avait pas, c'est pas une innovation. J'étais tout à l'heure dans l'atelier de formation sur les appels à projet. Donc justement, la dame qui était chargée
mission auprès du conseil régional d'Île-de-France, je pense, qui était là pour nous expliquer que c'était pas vraiment. C'est pas sorcier, c'est facile. Sorcier, voilà. Il suffit juste de présenter un exemple de projet concret, de bien décrire les apports de ce projet-là. Mais, Faut avoir, j'imagine, envoyé le maire sur place. En fait, pour nous, on avait une structure à Sfax, une structure à Paris, et on avait une synergie de fonctionnement qui est assez innovante. Donc, pour pouvoir travailler sur de tels projets, mais tout en étant en France, parce que on vient se répartir les tâches. Ce que vous dites innovant, c'est quoi? Donc, on se basait, par exemple, on fait rarement de réunions physiques. D'accord, donc c'est les modèles d'échange. Voilà, par des moyens de communication, on fait toute notre correspondance par moyen électronique. Donc il y avait déjà l'infrastructure qui était déjà présente pour pouvoir réaliser ce type de projet à partir de là. Le juré en face, qu'est-ce qui a fait qu'il soit sûr que vous allez mener à bien ou à terme le projet? C'est le nombre de personnes dans l'association, c'est l'existence du maire, c'est quoi le... C'est l'engagement effectivement des autres associations qui sont partenaires locaux. Dans le cadre de votre projet, c'était quoi? C'était qui ces associations? C'était des associations. C'est la ville qui a la plus de potentiel de monde. C'est-à-dire, nous, là, on est tunisien, on sait. À partir du Sfax, déjà, il y a un terrain pour faire des choses plus rapides qu'ailleurs. C'est ça. Après, ça touche bien, il y a plus de public qui vient. C'est comme ça. Dans le temps, on était. Non, mais ça d'accord. Mais ce que je dis, c'est que forcément, l'autorité française, pour donner de l'argent, donc, mis à part le fait qu'il se débrouille bien, concrètement, donc, le montage du dossier qui était bien et les associations sur place. Ça, c'est normal. Mais moi, je voulais savoir quelles sont les associations sur place. En fait, mis à part les institutions, est-ce qu'il y a, quelles sont par exemple les associations sur place, juste pour... Les associations, on a déjà l'association de la sauvegarde de la Médina, qui était une partie, une association dépendante de la ville. D'accord. Mais aussi d'autres associations citoyennes comme Sfax Online, qui était un portail de journalisme citoyen qui déjà rassemblait un bon réseau d'activistes pour l'œuvre de la ville. Une autre association commune pour la sauvegarde du patrimoine dans la ville, qui s'appelle WebDIWEN. Une association Tanit qui œuvre pour le développement associatif dans le numérique, et nous assurer cette infrastructure, par exemple, pour travailler. Donc, et puis des partenaires locaux comme de la ville, l'Institut national du patrimoine. Donc c'est ça, c'est cette richesse-là dans le... Voilà, la délégation à la culture, on connaissait des gens, l'Institut des droits de patrimoine, dans la mairie. Donc tout ça, je pense que ça fait un réseau qui puisse, dans le sens, assurer une bonne légitimité, une crédibilité pour le projet. Mais c'est pas le plus important de relever les fonds et de convaincre le jury pour avoir des fonds, parce que le plus difficile, c'est d'agir. Une fois tu as les fonds, mais tu dois les mettre dans le bon endroit. Ce projet-là, il est assez gourmand en compétences, parce que c'est pas un simple projet de développement, c'est tout. Il fait appel à des compétences architecturales, techniques, gestion de projet, et tout ça, c'était pas évident de l'avoir en interne dans l'association. Donc c'était déjà assez atypique, je pense. Bon, je pense que on a essayé en fait à travers cet atelier de voir une diversité de manières d'agir en Tunisie. On passe aux questions-réponses rapidement pour justement avoir vos attentes à vous par rapport à ce qui a été présenté. Bonjour, donc ma question c'est plutôt un reproche aux institutions nationales parce que par exemple, comme pour l'exemple de l'association Les Amis de la Médina de Sfax, donc on est allé vers un fonds étranger pour améliorer l'état de la Médina.
alors que normalement, c'est notamment le ministère de la Culture ou le ministère du Tourisme qui devrait s'occuper de ça et que ça soit une priorité, parce que bon, avec par exemple mes collègues français, ils ne pensent pas uniquement à la plage et au soleil, ils pensent aussi au tourisme culturel, et Sfax n'en dispose pas d'une plage donc, comme dans d'autres régions, donc il fallait mettre en œuvre et mettre en valeur la Médina, de l'améliorer. Donc ça m'étonne en fait qu'on trouve des gens de l'étranger qui s'intéressent à ce genre de projet alors qu'on ne le retrouve pas chez nous en local. D'accord. Moi j'ai envie de dire par rapport à ça, juste rapidement avant de donner la relève, c'est que on s'étonne toujours, il y a toujours des choses à faire. Là, typiquement, quand on voit des lacunes de l'autre côté, on voit typiquement l'association Les Médinas de Sfax qui ont de bonnes volontés et c'est ça qui fait que il y a toujours du bien et du mal. Si on pointe du doigt le mal, le bien va pas se voir. Typiquement, on a envie de voir qu'à travers ils sont partis de rien, c'est une bande d'amis qui se connaissent, qui ont arrivé à lever des fonds et à faire des choses. Et l'idée, c'est de faire ça et de montrer à travers cet atelier-là qu'on peut chacun, que la levée de fonds, c'est pas difficile, qu'il suffit d'avoir des relais sur place, et justement, c'est ensemble. Et moi, je pense pas que si on va chacun, GASFA, etc., va voir les autorités locales et va leur dire, nous, on est arrivé à lever 100 000 euros, ils vont rester les bras croisés et ils ne vont pas rentrer dans cette dynamique-là. Bon, je voudrais juste comme dans la Sfax, justement, l'un des problèmes de Sfax, c'est qu'il n'y a pas d'amusement là-bas. Une question assez majeure. Votre association, quelle est sa nationalité en fait? Tunisienne ou française? C'est une association loi 1900. Française. Mais on a des juristes, on a des avocats, des médecins, des chefs d'entreprise, des ingénieurs, des universitaires, mais tous ils sont là. Est-ce que vous connaissez la CTF? C'est l'abréviation. Ah ben non, vous la connaissez pas, c'est pas grave. CTF. Oui. Non, j'ai compris, CTF. Oui, bien sûr, oui. Oui, absolument. Je vais donner la parole rapidement à En fait, moi, j'ai vu par rapport à les spots, donc ce que j'ai compris, c'est que vous travaillez plutôt dans la formation et l'accompagnement des étudiants. Ça, c'est pas Excode, ça, c'est un volet. Les ingénieurs télécom, ils travaillent en télécom, les juristes travaillent sur des projets juridiques, etc. Voilà, c'est juste pour rester dans le cadre dans lequel le retour de sa expérience. Ce qui se passe avec on partage une vision sur l'éducation aujourd'hui, comment elle est faite, est-ce qu'elle est adaptée aux besoins du marché ou pas. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu la chance d'avoir une enseignante-chercheuse qui travaillait avant en tant que professeure en Tunisie, après elle est partie travailler en tant qu'enseignante de biologie aux États-Unis, et elle a vu deux façons différentes de faire. Et donc, aujourd'hui, elle est en retour en Tunisie, elle nous a fait bénéficier de son expérience. Comment former, comment pouvoir intégrer en fait, aux élèves plutôt l'éducation, pas comme un outil pour travailler, mais c'est juste un bagage, c'est pas faire des études pour aller travailler avec ces filles, mais c'est juste comme une sorte de bagage pour aller faire un peu voilà. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait dans le cadre de la cellule sensibilisation pour bénéficier de ces autour de l'expérience de cette enseignante, on a lancé des sessions de formation aux élèves, à part en parallèle de l'école, pour leur apprendre à affronter les vies, de ne pas tenir compte, de ne pas se poser uniquement sur ce qu'on leur enseigne pour travailler, c'est-à-dire les diplômes, mais plutôt de. Donc c'est un témoignage en plus qui va dans le même sens, c'est ça? C'est en fait dire que le type d'association, les associations qui travaillent sur la formation, pour l'éducation, sur les compétences, c'est d'intégrer ce genre de retour d'expérience des personnes qui sont parties à l'étranger, et l'étranger du en dehors de la Tunisie, voir d'autres façons de faire, et d'intégrer ça dans la vision de la formation actuelle, qui
vais juste donner la parole à monsieur. Alors, moi, j'ai. Ah, il y a une dame qui parle. Est-ce que je viens de l'autre côté? C'est possible? Ah oui, C'est-à-dire, je vais dire 2 ou 3 mots. Allez-y, Je allez-y, peux faire voilà. Alors, moi, je cherche à ce qu'on m'aide. Vous voyez? Pourquoi je cherche à ce qu'on m'aide? J'ai essayé par tous les moyens de contacter. Je suis tunisien, je suis en Tunisie, je vis en Tunisie. Donc, si je viens accidentellement. Et je voudrais m'adresser à des gens qui sont intéressés sur le plan culturel, d'un certain niveau, et de traiter les problèmes de la femme selon le Coran. Parce qu'on est en train de changer purement et simplement la figure de la femme un petit peu en Tunisie et ailleurs. Et j'ai fait une étude scientifique que ne peut pas faire un imam, que ne peut pas faire un érudit etc. Alors j'ai fait une étude qui a duré pendant 12 années, et c'est pendant ces 12 années, je sais que veut dire certains mots dans le Coran, que peu de gens connaissent. Je peux vous dire une chose, je peux vous mettre au défi, tous. S'il y a quelqu'un qui peut me dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'est-ce qu'elle veut dire quand il le dit? Y a-t-il quelqu'un entre vous qui peut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Mais c'est quoi l'idée derrière? Bon, alors l'idée derrière, c'est-à-dire de libérer les femmes tunisiennes et la femme musulmane et la femme arabe, ce qu'on appelle actuellement Parce qu'elle n'est pas libérée, c'est ça? Ah non, elles sont pas, les pauvres, ils sont en train de subir actuellement, ils sont en train de régresser pour la simple raison. Vous avez un échantillon de 5 ans. Voilà. Et je peux vous dire que vous ne savez rien. Vous savez, on vous appelle femme, etc. On essaie de vous placer à droite et à gauche. Et je vous dirai, ensemble, je vous dirai que ce que nous on appelle en français homme. C'est la femme. Mais par exemple, et c'est sur ça que je voudrais réunir des gens d'un certain niveau, et si vous pouvez m'aider pour faire ça, pour transmettre une connaissance. Voilà, l'appel, je vous le dis, je suis prêt à venir faire un séminaire là-dessus et de vous expliquer par A plus Z que vous allez, et avec ça on peut faire une révolution, une véritable révolution. Une véritable révolution. Parce que pour l'instant, on est en train de régresser. Il n'y a pas de souci, l'appel il est fait. Je vais donner la parole du coup à la personne. C'est oui, en fait, ça rejoint un peu une collègue qui a demandé pour l'association des chercheurs tunisiens. C'est ça. Non, j'ai compris. Petite question pour. Pardon. Juste une petite question pour l'association ENDA. Vous avez, je sais pas de relais mais vous avez combien d'actions maintenant qui sont faites et quelles sont les caractéristiques de ce que vous faites? Vous faites des microcrédits, il y a eu des milliers de personnes qui en ont profité, des centaines, combien? Et à peu près, quels sont les avantages d'un microcrédit par rapport à... C'est comme les microcrédits en Inde, là, qu'on pratique, il y a des choses... Là, ENDA, en ce moment, a plus de 200 000 clients actifs. Il y a encore un marché qui n'est pas exploité d'environ 1 million de personnes en Tunisie. Donc, il y a d'autres structures qui viennent s'installer en ce moment. Donc, ENDA fait du microcrédit, prête de l'argent, mais tout ça avec un accompagnement, donc il y a certaines formations sur la gestion du budget, tout ça, et aussi sensibilisation sur d'autres thématiques. Voilà, donc c'est principalement ça que l'association. Oui, en fait, déjà la première cible d'ENDA, ça reste les femmes. Il y a 70% des clients qui sont des femmes. Donc c'est une association, donc c'est un but de microcrédit, mais il est ciblé. Donc déjà, cibler les femmes, en plus de plus en plus les milieux ruraux. C'est comme toute association de microcrédit, donc le bénéficiaire vient avec un projet. C'est uniquement sur des prêts pour activité, ce n'est pas des prêts à la consommation. Voilà. Ces prêts sur activité sont à 80% quasiment du fonds roulant pour augmenter la capacité de travail et la capacité de transition.
Les taux sont autour de 25-30% quasiment, les taux d'intérêt sur le prêt. C'est énorme. Alors, Là, je vous demande un projet, mais là, je crois que je vais arrêter. Mais c'est pas une m'expliquer. Non, je n'ai pas, moi. C'est pas une femme, mais il n'y a pas. En fait, le principe, c'est que c'est vraiment le but de l'État à la base, c'est parti du constat qu'il n'y avait pas du tout de capacité de financement dans les millions d'euros et dans les banlieues, etc. Ouais. Et C'est une raison pour forcer le trait. non, mais Non, mais ils ont leur raison. l'idée, c'est que pour atteindre ces personnes, donc, ces bénéficiaires exclus du système financier classique, il fallait développer d'autres moyens de financement pour leurs projets, pour leur activité, pour leurs investissements. C'est pour ça peut être n'importe quel type de commerce d'analyse, pour n'importe quoi. C'est vraiment financement pour tout type de projet. Donc c'est pas une banque, et donc, parce que la banque à la base, elle vous prête à certains taux parce qu'elle a des garanties que ne peuvent pas apporter les bénéficiaires de microcrédit. Et donc pour pallier ce manque de garantie, il faut augmenter le taux d'intérêt qui permet de limiter le risque aussi pour l'institution bancaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ENDA emprunte déjà à l'État tunisien et à différents bailleurs de fonds. Donc déjà, il faut que l'État rembourse les sous que lui-même a empruntés. Tout institution de microfinance n'a pas de sous propres, ils empruntent eux-mêmes. Ensuite, après, il faut couvrir le salaire de tous les employés, des agents de microcrédit qui viennent rencontrer les bénéficiaires, qui s'occupent de gérer tous ces projets. Et après, au-delà de ça, il faut encore d'autres sous pour faire les formations, l'accompagnement, etc. Et c'est vrai qu'à terme, et c'est ce que tout à l'heure, quand on parlait d'engagement associatif, l'idée de base de s'engager et de rester dans un milieu associatif, c'est pour conserver cette idée de solidarité. Et il n'y a pas de mise à profit derrière dans l'idée. Le taux d'intérêt, plus on arrive à le baisser, mieux c'est aussi pour un bar. Pour l'instant, pour un souci de rentabilité et de survie de l'association, c'est dans ce sens-là. Alors, juste avant de rentrer dans les. Je sais que ça va. Le microcrédit, tout ça. Juste pour rappeler, ENDA, elle est là. On peut avoir du bien ou du mal. L'idée, ce n'est pas à but lucratif, c'est une association. Elle a un modèle de 25%, certes, mais pour que la survie de l'association, ils ont fait ce modèle-là. Ils aident des gens. Certes, ça peut être pour vous de l'exploitation, mais sachant que c'est pas que du microcrédit, ça fait tourner, c'est pour aider d'autres gens. Donc c'est pas but lucratif, c'est pour faire tourner le. Voilà, c'est ça, il y a l'accompagnement. Et ce qui est très bien, c'est que ça permet aussi avec les fonds qui restent, d'ouvrir de nouvelles antennes dans l'endroit qui ne sont pas rentables. On voit qu'ils sont plus dans l'Est, ils ont été à Tigéloué. Juste pour compléter, s'il vous plaît, moi je ne pense pas polémiquer sur le projet. Je ne vous accuse de rien. Si je ne suis pas content, je ne viens pas vers vous. Juste, les sommes prêtées, c'est de quel ordre et combien en global vous avez prêté jusqu'à maintenant, la somme globale? En général, c'est vraiment pour les petits projets, ça va de 300 dinars jusqu'à 5 000. Jusqu'à 5 000 dinars. Maintenant, il y a de nouveaux produits, donc avec la loi qui change sur les institutions de microfinance, etc. Ah, vous allez quand même. C'est qui est important. Peut-être 80% des frais sont autour de 500 dinars. Alors, je vais juste, parce que on arrive à terme de l'atelier, je donne la parole rapidement. Donc, ce type d'initiative, effectivement, c'est très très intéressant, c'est important de le faire, même si les taux restent élevés. Mais nous vivons une révolution, donc il y a d'autres Tunisiens, d'autres associations qui étaient révolutionnaires, même dans les formules, notamment tunisienne de riz. On vient de gagner un appel à projet de 98 000 €, donc sur le même schéma qu'a expliqué monsieur, pour l'élevage bovin. Et là, c'est orienté pour les femmes rurales. Et actuellement, il y a 30 femmes rurales qui bénéficient d'un accompagnement. Et c'est à taux zéro. C'est différent. Donc à la fin de la période de l'élevage, on leur assure la vente du bien, on récupère le capital et le bénéfice, elle le récupère et elle peut réinvestir. Donc c'est très important. C'est un témoignage en plus. Moi je pense que toute l'action, juste pour finir l'atelier, désolé de vous couper la parole. Donc moi je pense que toutes ces actions-là, c'est pour voir la diversité des choses qu'on peut apporter à la Tunisie. Le seul mot d'ordre pour moi, c'est d'agir, c'est de ne pas rester, c'est d'allouer et s'engager à dire 2 heures de mon temps chaque semaine, chaque mois, et de le faire vraiment. Comme il a dit, c'est après, c'est pas si je peux, c'est vraiment je m'engage à le faire. Après, il y a plusieurs moyens.
soit on intègre une association. Si c'est une association qui est dans le public, elle peut bénéficier de ses retours d'expérience et faire des appels à projets ou rentrer en coopération. On a vu aussi qu'on peut faire des coopérations entre associations. L'exemple des associations d'espace qui se sont rassemblées pour mener ce projet à bien. Donc, je vous remercie. Je suis obligé de Nous avons un stand de... Quels sont parmi vous ceux qui ont un stand au village associatif? D'accord, d'accord. Donc je vous invite, donc il y a le village associatif où chaque association a un stand. Je vous invite à aller les voir parce que vous avez une vue d'ensemble. Et le Pacte tunisien est une association citoyenne qui souhaite mettre en contact différentes associations aussi. Donc n'hésitez pas à revenir vers le Pacte si vous souhaitez retrouver les coordonnées d'une association. Et merci aux intervenants.